Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Fernando Pinto da Silva. Je suis chargé d'animer les travaux sur le numérique au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et je suis chargé de mission stratégie numérique pour la Fédération des aveugles et amblyopes de France et chargé de projet à l'association Brainnet. Alors, on a une première table ronde. On va essayer d'imaginer comment réinventer le concept autour de l'accessibilité en s'inspirant de ce qui aurait pu se pratiquer dans le privé. Alors, on verra dans la réalité qu'est-ce qu'on entend par s'inspirer du privé. Mais une des bonnes pratiques en matière d'accessibilité, je pense en particulier aux personnes déficientes visuelles qui sont dans la salle, mais pas que, c'est que les gens se présentent en fait, puisqu'on va passer une petite heure ensemble. Donc je vais proposer aux collègues qui sont déjà sur scène de dire qui ils sont et ce qu'ils font tout simplement. 1, 2, 1, 2. Ah, ça fonctionne. Oui, bonjour. On va laisser la parole question genre et tech à Julie pour se présenter. Ok, donc moi je suis Julie Moina, je suis intégratrice web et consultante en accessibilité chez Tana Guru, qui est une entreprise qui réalise des audits pour les organismes publics et privés. On crée des sites accessibles et on a un outil d'automatisation des tests d'accessibilité web aussi. Clément, oui, non ? Bonjour, Clément Ollery, je travaille chez Google en France. Je dirige l'activité commerciale et partenariale avec les acteurs de l'automobile et de la mobilité. Et depuis quelques mois, j'ai pris une casquette d'animation d'une initiative de représentation des employés sur les sujets de l'accessibilité chez Google. Et Mathieu Delem, donc je gère plusieurs sociétés. ECD, qui est une agence de communication numérique qui travaille principalement pour des publics, on va dire, dans l'intérêt général, associations, fondations et services publics. Je suis également le directeur de Simplon Prod, qui a les mêmes types de services, mais avec des publics éloignés de l'emploi en tant que salariés. Donc des personnes qui peuvent être des prisonniers, des réfugiés ou des personnes très éloignées de l'emploi sur des quartiers défavorisés. Et Numérique EA, qui est une entreprise adaptée. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui est constituée majoritairement de personnes reconnues travailleurs handicapés. Toujours sur la thématique de conception et production de projets numériques. Alors, est-ce que Vincent ou Virgile nous ont rejoints ? Alors, Virgile, peut-être si vous pouvez vous présenter. Oui, merci. Bonjour. Donc moi, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Open Source Politics. On développe sur un logiciel libre qui s'appelle Decidim, qui permet de mettre en œuvre des démarches de participation citoyenne en ligne. Et vu qu'on travaille beaucoup avec les institutions, l'accessibilité est un sujet sur lequel on se forme et où on essaye de faire des progrès tous les jours. Et parce que effectivement, la réglementation nous y oblige. Et c'est un sujet que je découvre parce que nos clients, effectivement, donc des mairies, des départements, etc., commencent à réaliser leurs premiers audits. Et donc, on a une démarche d'amélioration sur nos outils et les logiciels qu'on développe en communauté. Et en plus, Decidim étant un logiciel qui vient d'Espagne, donc on a aussi la problématique de développer sur la réglementation européenne plus que sur le RGA. Donc il faut prendre en compte, on travaille avec la Belgique, l'Espagne, la France. Il faut essayer de se mettre un petit peu d'accord sur comment est-ce qu'on travaille sur cette problématique d'accessibilité au niveau européen. Et donc Vincent, je pense, n'est pas encore arrivé. Si ? Ah, il est en train d'arriver, mais quel teasing ! Comme quoi, les problèmes d'accessibilité, c'est du numérique, mais pas que non plus. Hein.
Pour l'instant, on demande juste aux gens de se présenter. Ça, je pense que c'est dans tes cordes. Ça, c'est encore faisable. Donc, bonjour, Vincent Agnor. Bah oui, la star qui arrive après tout le monde et qui fait beaucoup de bruit. Je travaille chez Orange en tant qu'expert accessibilité et je suis impliqué dans plein d'autres choses, plein d'associations de personnes en situation de handicap et j'essaye de pousser l'accessibilité numérique. J'ai été bref, concis et clair, j'espère. Bravo. Alors, puisqu'on essaye un petit peu de voir ce que les uns et les autres ont pu faire, peut-être aller un peu plus sur vos activités, poser des questions. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a déjà des réponses, peut-être que d'autres pas. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de mettre un peu tout sur la table, ronde évidemment. Et donc, du coup, de discuter. Moi, je voulais vous poser la question d'abord de savoir, en tant qu'acteur de droit privé, quel pilotage vous avez mis en place autour de l'accessibilité? Bon, ça c'est le versant assez standard, on va dire. Et une question qu'on pose peut-être un peu moins, c'est quels sont les freins à ce moment-là que vous avez pu rencontrer en fait? Alors, Julie peut-être, puisqu'on a commencé par faire le tour tout à l'heure en commençant par vous. Nous, on s'adresse plutôt aux organismes qui veulent faire de l'accessibilité de toute façon dès le départ. Donc sur le pilotage, c'est plutôt de leur côté à eux. Après, on a différents freins qui peuvent survenir. On a déjà la méconnaissance du sujet parce que même si on a des organismes qui veulent faire de l'accessibilité, en fait, ils ne savent pas forcément ce que ça implique au niveau du projet, mais même le handicap, ils ne connaissent pas forcément, donc qu'est-ce que c'est l'accessibilité, etc. On a aussi souvent des besoins de formation des équipes. Donc ça peut être un frein parce que si l'équipe est grande, évidemment, ça a un certain coût. On a un frein aussi qui arrive de plus en plus souvent, c'est les solutions de facilité. Donc il y a des solutions qui existent sur le marché qui promettent de rendre le site accessible juste en ajoutant un petit bouton sur le site. Ça s'appelle accessibilité, on clique dessus, pouf, le site est accessible. Mais en fait, non. Donc on a un client qui est parti comme ça parce que il a acheté une de ces solutions-là et du coup il s'est dit c'est bon, ça va rendre mon site accessible, vous n'avez plus besoin de nous accompagner. Et à côté de ça, on a un autre client qui, lui, est arrivé chez nous et avait au préalable proposé à ses avocats aux États-Unis une de ces solutions-là. Et ses avocats lui ont dit non, ça ne va pas rendre votre site accessible, ça ne va pas marcher pour vous éviter un procès aux États-Unis. Donc ça, c'est un frein et j'espère qu'il va vite disparaître. Notamment grâce à ce qui se passe aux États-Unis finalement avec les procès. Voilà, je pense qu'il y a d'autres freins dont je n'ai pas parlé, mais les autres pourront parler. Je sais pas qui veut. De toute façon, on va revenir sur les aspects internationaux aussi, puisque là aussi, on sait qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent dans les contextes dans lesquels on est. Je me tourne maintenant un peu plus vers les mastodontes que sont Orange et Google qui sont parmi nous aujourd'hui. J'imagine, et je sais que conduire des projets en matière d'accessibilité pour ces entités multiformes, ça doit être assez complexe. Est-ce qu'on pourrait avoir vos retours, Vincent et Clément, sur quel pilotage vous avez pu mettre en place, l'un et l'autre, ou auquel vous avez contribué, et quels sont les freins que vous pouvez rencontrer en interne? Donc là, c'est Vincent. On doit faire sûrement moins bien que Google, mais on essaye de faire rentrer l'accessibilité chez Orange un peu par toutes les portes et les fenêtres. C'est relativement compliqué, effectivement. Ce qui a été une bonne idée, je pense, chez Orange, c'est qu'il y a une équipe centralisée ça fluctue, mais entre 10 et 15 personnes en général, ce qui permet de libérer du temps pour faire autre chose que purement de l'accessibilité, du support au projet et de la technique. On peut libérer du temps de ces 15 personnes pour faire des recommandations, pour faire des composants tout prêts, réutilisables, des choses où on capitalise et qui permettent de développer plus vite et de développer plus accessible par la même occasion.
Donc ça, c'est un point important. Mais au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est qu'on a des référents accessibilité dans les grands services de développement. Et pareil, ça, c'est absolument essentiel. Au-delà d'avoir une équipe centralisée, c'est d'avoir des référents locaux qui sont en contact avec les équipes au plus près. Parce que je vous assure, et on le voit de plus en plus, c'est que le brin de causette autour de la machine à café, c'est bien plus efficace que tous les coups de fil ou les mails que vous pouvez donner. Nos référents locaux sont autour de la machine à café et dès qu'ils entendent parler d'un nouveau projet ou qu'ils voient passer un nouveau projet, hop, ils sont là en disant hey, « t'oublies pas l'accessibilité ». « Ah oui, ouais, je reviens vers toi, je t'oublie pas ». Il n'y aurait pas ces référents locaux, ça marcherait beaucoup moins bien. En plus, on a un budget donc, pour l'accessibilité qui est sanctuarisé. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, qui va plutôt en augmentant. Donc ça aussi, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas trop de... On n'a pas la peur de l'avenir dans le sens on va encore nous enlever des ressources parce que on est tous, j'imagine, confrontés à ça. On va dans la diminution de la masse salariale. Et on n'a pas ce problème. Donc ça nous laisse l'esprit et le cœur serein pour continuer à aller de l'avant. Les freins, il y en a tant et plus. Orange est énorme. Bon, je ne parle même pas de Google, mais déjà, Orange, on est gros. 75 000 personnes France, 135 000 monde. Vous imaginez le nombre d'applications internes, c'est plusieurs milliers. Pour nos clients, j'en parle même pas. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on a tout rendu accessible. Ça, à 15 personnes, même si ça fait 10 ans que ça dure, ça ne suffirait pas. Donc évidemment, la taille fait que ça pose d'énormes soucis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La méconnaissance, Julie l'a dit. Le problème, c'est que très souvent, nos chefs de projet, nos chefs de département, c'est pas qu'ils veulent pas faire, c'est qu'ils savent même pas que ça existe. Il y a encore très souvent des gens qui me disent mais les aveugles arrivent à aller sur Internet. Oui, c'est fou, hein, comme quoi. Donc je pense que la méconnaissance fait que c'est un énorme frein, on en parlera après, mais d'où la formation est à une absolue nécessité, la sensibilisation encore plus. Donc voilà, en gros, chez nous, les gros freins, c'est ça. Parce qu'il y a une vraie volonté politique du haut, mais pareil, imaginez la hiérarchie entre le développeur de base et Stéphane Richard, il y a entre 10 et 15 niveaux hiérarchiques. Vous imaginez que même si Stéphane Richard, ce qui est assez vrai, pousse à rendre nos services utilisables par tout le monde, sa bonne parole a tendance à se perdre entre les différents niveaux hiérarchiques intermédiaires, quoi. Et ça aussi, c'est un gros souci. Alors, par exemple, pour prendre un cas concret avant de passer la parole à Clément pour qu'il nous parle du pilotage et des freins du côté de chez Google, et pour me faire l'écho encore d'un débat assez vif encore hier après-midi sur Twitter, lorsqu'on bute avec Orange sur l'inaccessibilité des CAPTCHA, par exemple, pour pouvoir s'authentifier, quel est le frein qui est identifié là ? Cette histoire de CAPTCHA, pour en revenir, donc en gros, quand vous avez perdu votre mot de passe, vous devez passer par un CAPTCHA, on vous demande, il y a 9 images à afficher, ou 12, je ne sais plus, on vous demande l'éléphant, la souris, le chien, machin, donc vous cliquez sur les images, imaginez quelqu'un qui ne voit pas, qui voit mal, qui a des problèmes de couleur, machin, c'est l'enfer. En plus, là, on vient d'avoir des attaques par des robots, donc les images sont en plus déformées. Avant, c'était des belles images de girafes, de chiens, de chats et machin, là. Et maintenant, elles sont déformées. Donc, même moi, je n'arrive même pas à répondre à la question. Donc, OK. Ce qu'on a fait, c'est que maintenant, normalement, il y a 95% des gens qui sont qui retournent vers le CAPTCHA qui, grâce à Google, on ne peut pas les nommer, n'ont pas besoin de passer par ce CAPTCHA. Mais il reste encore 5%. On est en train de se battre très très fort avec tous les gens qui font de l'accessibilité pour que ça change, et ça va changer, mais voilà, les freins sont toujours les mêmes. C'est que quand monsieur de la sécurité nous dit non, j'ai pas d'autre solution, en gros, je suis une grosse feignasse et je veux pas faire autrement, je devrais pas le dire, mais globalement c'est ça. On n'a pas trop de poids parce que monsieur de la sécurité, il a des beaucoup plus gros muscles que nous, quoi. Donc même avec une batte de baseball, ça marche pas. Il court très vite dans les couloirs et j'ai du mal à le rattraper.
Clément, du côté de Google, du coup, si on parle un peu du pilotage, comment vous avez pris en compte l'accessibilité en termes de dynamique d'équipe et éventuellement quels pourraient être les freins que vous avez pu rencontrer? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la dynamique qui a cours actuellement chez vous? Moi, je me retrouve dans beaucoup de choses que Vincent a dites. Alors, on a un ADN chez Google quand même qui... Notre mission et notre responsabilité, c'est organiser l'information et la rendre accessible et utile à tous. Avec un point qui est de dire, en fait, tant que tout le monde n'a pas accès à cette information, tant que tel produit n'est pas accessible à chacun, en fait, on n'a pas fini le travail. Donc il y a quand même ce point de départ qui est positif. Il y a une deuxième, je dirais, spécificité de Google qui est que c'est organisationnel et culturel. Il y a les initiatives sont portées par du central et aussi les initiatives personnelles, je dirais en anglais bottom-up, sont très favorisées. Et donc du coup, en fait, en termes de structure et de pilotage, on a vraiment ce mix-là. Il y a une équipe centrale qui est responsable de l'accessibilité aux États-Unis, en Europe, et qui justement, de façon la sensibilisation est très importante, de façon à s'assurer que le plus de personnes, notamment de développeurs, aient bien en compte l'accessibilité dans leur travail, organise par exemple pour chacun qui rentre chez Google des formations liées notamment à l'accessibilité dans le développement. Voilà, donc il y a cette équipe centrale et avec notamment à l'initiative de partage des connaissances, des bonnes pratiques, etc. et aussi de fourniture ou de définition d'un standard, le Google Accessibility Rate en anglais, qui vise justement à permettre à ces développeurs de suivre des règles et aussi de tester le niveau d'accessibilité des applications, des services qu'ils produisent. Et après, il y a le local, où il y a plutôt, je dirais, le personnel des employés. Et typiquement, alors il y a le local, Google en France, de la même façon, cette équipe accessibilité a un référent en France, etc. Mais après, il y a donc les initiatives, dont celle que j'anime pour la France, qui visent justement à représenter les besoins d'accessibilité dans le monde du travail et chez Google et au-delà. Et c'est exactement ce qu'on fait avec 3 missions. La première, c'est en fait la sensibilisation, la prise de conscience et la représentation dans les différentes équipes auprès des autres équipes de Google. Dans ce cadre-là, par exemple, on est typiquement dans le dernier jour de la semaine de l'accessibilité qu'on organise chaque année, qui vise justement, via des conférences, des panels, des cours d'initiation à la langue des signes et d'autres activités qui visent justement à sensibiliser. La deuxième chose, c'est le recrutement et l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc c'est comment on assure une présence de Google dans les endroits qui permettront de recruter, par exemple. Et là, hier, justement, dans le cadre de la semaine d'activité, on a reçu des étudiants et des missions handicap d'université pour justement montrer comment se passe le recrutement chez Google, quelles sont nos valeurs, comment on travaille, voilà, etc. Et la troisième chose, c'est évidemment le soutien aux personnes en situation de handicap sur le lieu du travail. Donc voilà, c'est au cœur de la mission, il y a une équipe centrale et il y a des initiatives favorisées localement. Il y a quand même des freins. Et je retrouve vraiment les freins que vous disiez, Vincent, auparavant. Le premier, c'est le nombre. C'est que quand on dit qu'il y a une équipe en charge de l'accessibilité qui met notamment en place, qui s'assure que chaque personne qui arrive chez Google dans les équipes de développement est sensibilisée et formée à l'importance de l'accessibilité dans le développement, en fait, on est une entreprise où il y a de très nombreux employés, plus de 100 000. Puis ça nécessite quand même un travail de chaque instant de rafraîchissement de ces problématiques. Et puis, donc c'est la formation, puis il y a la sensibilisation. Et c'est pas parce qu'on a une équipe au central qui le fait, des initiatives locales qui le font, qu'on a vraiment réussi. Et quand je vois le nombre de personnes qui découvrent ces sujets encore aujourd'hui, et encore une fois, je fais référence à cette semaine où j'ai pu le voir. Oui, même chez Google, des gens découvrent alors pas dans les parties développeurs et ça, mais des gens découvrent les
produit les services qui existent pour permettre à des personnes qui sont déficientes du visuel, par exemple, permettre d'accéder aux différents services sur Internet. Donc oui, ça existe aussi chez Google. Donc voilà, formation et sensibilisation sont à la fois des programmes ou des initiatives, mais aussi des choses qu'on n'a pas réussi à régler complètement. Virgile, du côté d'Open Source Politics, comment vous avez appréhendé ces problématiques? Comment, du coup, vous contribuez quotidiennement à mettre en place une stratégie pour piloter ces questions-là? Et est-ce que vous avez rencontré des freins? Alors, nous, là où on a eu un principal blocage, c'est que l'éditeur principal qui a initié le développement de ce logiciel, on a la chance, c'est pas trop vieux, ça a 3-4 ans. Et c'est construit sur des technos assez modernes, Ruby on Rails, etc. L'équipe d'accessibilité de la mairie de Barcelone, quand on lui a demandé de faire un audit d'accessibilité, a dit oui, ça va à peu près comme c'est. Et du coup, l'éditeur principal n'est pas dans une situation de proactivité vis-à-vis de l'accessibilité de son logiciel. Et après, nous, quand on fait tourner des logiciels qui essayent d'évaluer un petit peu l'accessibilité ou qu'on reçoit les audits qui ont été réalisés par nos clients sur leur propre plateforme, on voit bien qu'il y a pas mal de manques et qu'il faudrait beaucoup travailler pour mettre en conformité, notamment au RGA, le logiciel. Donc c'est un petit peu étrange parce qu'en plus, normalement, en Espagne, ils sont assez avancés sur le sujet. Et du coup, là, c'est vraiment le département accessibilité de la ville qui a dit non, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. Et du coup, ça, c'est un peu bloquant parce que si le principal moteur ne prend pas le sujet à bras-le-corps, c'est un petit peu difficile de faire bouger les choses. Mais on n'a pas trop le choix parce que on peut, en France, il me semble qu'on peut avoir des amendes. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer. En Belgique, c'est quand même un peu moins contraignant. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on prend le sujet à bras-le-corps, on essaie de voir avec nos clients pour les mettre autour de la table et essayer de prendre, nous, le sujet à bras-le-corps. Et donc, on utilise des logiciels comme par exemple Askatasun qui vous font des audits de votre site sur toutes vos pages et qui vous répertorient. Donc, c'est un logiciel open source que vous pouvez installer et auditer vos sites et qui vous répertorie tous les problèmes que vous avez sur les formulaires, sur les boutons, sur les menus, ce genre de choses. Et du coup, nous, notre approche, c'est de commencer à faire tomber le score qui est assez mauvais vers un score qui est un petit peu meilleur. Et au passage, alors le truc qui marche pas trop mal, c'est que on est quand même sur des choses assez bêtes, c'est-à-dire qu'il manque des balises alt sur les images, des trucs assez simples. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre des développeurs juniors et les mettre sur des sujets d'accessibilité. Et donc, au passage, on prend des gens qui sont en formation et qui, du coup, quand ils arrivent dans des positions un peu plus seniors, ils sont déjà formés à l'accessibilité. Et du coup, limite, ils forment les seniors qui ont un peu moins le temps de se pencher sur des trucs qui sont finalement assez triviaux. De rajouter une balise alt, ça fait pas, ça enthousiasme pas beaucoup un développeur qui a 5-6 ans d'expérience. Donc nous, pour l'instant, c'est notre approche. Et on est au tout début. Donc on espère qu'on va réussir à améliorer un petit peu notre score et que les audits qui seront présentés sur les pages accessibilité des plateformes de nos clients seront de mieux en mieux. Et alors Mathieu, j'imagine que toi, avec tes expériences croisées, tu as peut-être différentes réponses à apporter sur à la fois la mise en place d'une forme de pilotage sur l'accessibilité et les freins que tu aurais pu rencontrer. Moi, j'aborderai le sujet sur 3 facettes. La première, ici, on est tous un public, j'espère, d'initiés, donc on connaît la thématique. Donc déjà, la première facette, c'est que quand nous, on est prestataire et qu'on travaille avec des clients, des annonceurs, on a un rôle d'évangéliser déjà le sujet parce que les gens ne connaissent pas la thématique. Je vais même aller plus loin, je vais être provocant. On répond des fois à des marchés publics, donc il est bien indiqué qu'on doit respecter le réglementaire, donc l'accessibilité en fait partie. Et dès qu'on attaque le premier atelier, la réunion de lancement avec l'annonceur public, il ne connaît pas la thématique. Donc en gros, on suspecte un copier-coller de réglementaire un peu rapide. Mais déjà, il y a cette première facette à prendre en considération, c'est la sensibilisation, je dirais, des publics.
sur l'accessibilité numérique. Ça, c'est une facette. Moi, je l'ai vécu. Alors, j'ai un côté. Je suis encore jeune, mais ça fait un certain temps que je traîne dans le numérique. Mais depuis 2002, j'essaye d'évangéliser le secteur sur cette thématique-là, donc bien avant la réforme de la loi de 75, donc la loi de 2005. Donc ça, c'est une première facette, c'est sensibiliser. C'est quoi l'accessibilité ? Dès qu'on explique interconnexion homme-machine, aide technique, alors là, voilà. Donc il y a un temps déjà à passer, je dirais, avec le client, l'annonceur ou la personne qui va être sur le développement d'un applicatif numérique. La deuxième facette, c'est la formation. Il paraît inconcevable aujourd'hui, je pense, dans certains métiers. Imaginons, je pense que dans le monde des architectes, que je ne connais pas très bien, quand on construit des immeubles ou des maisons, ils sont contraints à la loi. Donc, dans tous les cas, j'imagine bien que nos jeunes architectes sont formés à cette réglementation. Dans nos métiers du numérique, et je balaye devant ma porte, on est encore sur un métier jeune. Donc, je suis quasiment sûr que les jeunes sortant de leurs études ne sont pas formés à cette thématique-là. À part quelques exceptions, mais le plus souvent, les gens qu'on accueille dans nos agences, donc ces futurs développeurs, designers, chefs de projet, n'ont pas conscience ou même connaissance de la thématique. Donc il y a cette deuxième facette, c'est la formation. La troisième, qui est là mon quotidien par rapport aux différentes sociétés que je gère, c'est inscrire, mais à toutes les étapes, donc tous les corps de métier et à toutes les étapes du projet, l'accessibilité. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que c'est pas la partie que développement qui répond à la problématique, c'est depuis le démarrage du projet, ça veut dire même sur la stratégie du projet. Il faut l'aborder depuis le départ. Et alors, souvent on me parle de l'écueil de oui, on a audité et on est en correctif à la fin, et sur des aspects techniques souvent, mais c'est même pas là, c'est depuis le démarrage du projet que la thématique doit être inscrite dans le projet. Et ça change tout. Donc ça, c'est un premier sujet, parce que si on prend un projet web, vous allez avoir la stratégie, la phase de conception, avec, je dirais, les aspects fonctionnels, design, ergonomie, expérience utilisateur, sa production, et après son livrable et son maintien. Parce que le maintien aussi est un vrai sujet, parce que dans l'accessibilité, on peut livrer un projet accessible à T0, à 30 secondes après, il n'est plus accessible. Certains éléments peuvent devenir inaccessibles. Donc c'est ça qui est important. Moi, je ne vois pas de frein. Je vois surtout, c'est de le prendre en considération le plus tôt possible. Et ça, c'est une vraie solution que vous apporterez sur ces projets. Alors du coup, sur la formation, je pense là plus spécifiquement à Simplon. Est-ce que ça veut dire que sur la conduite de l'accessibilité dans ces formations, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel aujourd'hui, que vous êtes en train de mettre en place ? Alors sur la partie, oui, j'ai plusieurs casquettes. Simplon, organisme de formation. Oui, c'est inscrit maintenant dans... Alors, chez Simplon, on peut avoir plusieurs programmes de formation. Ce n'est pas que des programmes de formation de développeurs. Mais sur les programmes de formation chefs de projet et développeurs, ce sont des sujets qui sont pris en considération. Donc l'accessibilité, mais je dirais même plus au sens large, la qualité, qui peut être aussi sur des notions de sécurité, sur des notions de performance, sur des notions d'impact environnemental aussi par rapport au numérique, parce qu'on fait des choses qui ont un impact conséquent et qui sont exponentielles. Donc oui, automatiquement, c'est des sujets. Au moins, il y a une sensibilisation. Ça veut dire que les personnes qui sortent de chez Simplon ont connaissance, je dirais, au moins de la thématique. Ce ne sont pas des experts. Je sais que dans cette salle, il y a beaucoup d'experts. Mais au moins, ils ont la connaissance, je dirais, de la thématique. Alors, on le voit lors de ce premier gros tour de table un peu exhaustif. Il y a déjà eu plein de choses qui ont été prononcées. On a déjà finalement parlé d'international. On a parlé de juridique, de règles spécifiques à la France, de règles internationales. On a parlé d'outils. On a entendu des choses comme Tanaguru, Askatason, par exemple. Ça fait déjà plein de notions qui sont posées sur la table. Du coup, peut-être qu'on pourrait essayer de revenir un peu là-dessus, notamment, je pense, pour ceux d'entre nous ici qui ne sont pas toujours très familiers de ces notions-là. Si je me tourne notamment vers Julie, Virgile, Vincent, sur des outils que vous pouvez utiliser notamment, comme ceux qu'on vient de citer,
comment vous arrivez à concilier à la fois les exigences en matière aujourd'hui de respect de ce qu'on nous demande, notamment pour les services publics ici en France, et le fait d'être présent aussi sur des secteurs à l'international pour travailler sur ces questions-là. Julie, tout à l'heure, vous aviez commencé un peu à évoquer la question, mais est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, sur ces aspects techniques un peu croisés entre réglementation pur jus, ici qui nous concerne, et dans le même temps le fait d'avoir une présence ailleurs pour travailler sur d'autres marchés. Comment vous arrivez à concilier ça dans vos travaux au quotidien ? Alors la question était un peu longue, j'ai un peu de mal du coup là. Donc nous effectivement on a des organismes publics donc avec lesquels on travaille principalement avec le référentiel général d'amélioration d'accessibilité, donc le RG2A. Donc là il n'y a pas trop de questions qui se posent. La question se pose principalement avec les organismes privés, donc quand ils sont à l'international. En fait, on a beaucoup d'organismes où finalement il faut qu'on audite déjà en anglais. Et comme c'est international, le RG2A ne leur convient pas forcément parce qu'ils ne connaissent pas forcément, etc. Donc on va plutôt faire des audits qui s'appuient sur les WCAG, les règles d'accessibilité pour les contenus web, donc qui est la norme internationale sur laquelle est basé le RG2A. Donc là, les audits sont un peu plus complexes dans le sens où c'est moins guidé qu'avec le référentiel français. Mais c'est avec ça qu'on travaille du coup principalement. Et c'est assez documenté quand même sur les impacts utilisateurs, etc. Donc c'est vrai que ça aide pas mal à expliquer tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur les sites web. Je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité de la question. À la totalité, je ne sais pas, mais ça apporte déjà un certain nombre d'éléments de réflexion. Du côté d'Open Source Politics, par exemple, ou d'Orange, sur ces questions-là Moi, j'ai plus de questions que de réponses là-dessus pour l'instant. Et on essaie d'être pragmatique. Nous, on travaille avec l'agence du numérique belge, donc, ça s'appelle BOSA au niveau fédéral. Et le directeur de cette agence est référent pour accessibilité pour son pays dans les organismes internationaux. Donc lui aussi développe pas mal d'outils, des widgets qui permettent d'analyser page par page, etc. Donc c'est un peu un casse-tête parce que nous, de notre côté, on utilise plutôt au côté français Askatasun et qui est plutôt sur le RGA, et eux ils utilisent d'autres choses. Et du coup, nous, vu qu'on découvre, on leur demande plutôt de nous remonter des listes de problèmes qu'on commence à résoudre, et donc ça c'est plus sur du factuel, et on utilise Askatasun pour faire plutôt du coup de l'automatiser. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des choses où ils vont aller analyser les pages qui les intéressent, qui sont les plus fréquentées, et nous remonter des problèmes, et du coup on les résout, et avec un peu de chance, parfois on résout des problèmes d'un côté et de l'autre, côté belge et côté français. Et en revanche, il y a toute une dynamique, comme on le disait avant, sur l'accessibilité. Finalement, c'est plus un problème de qualité. Donc, pour faire de la qualité, on peut faire des couvertures de tests unitaires. L'accessibilité, il faut essayer de faire un peu pareil. Donc, nous, on essaye de faire rentrer Askatasun comme dans les logiques un petit peu qu'on a avec Circle CI qui font tourner des suites de tests, qui vérifient qu'il n'y a rien qui casse. Et quand on lance des nouveaux développements, on essaye de faire tourner Askatasun assez régulièrement pour essayer de ne pas faire baisser la note avec les nouveaux développements qui sont inclus. Donc on essaie de travailler des deux côtés, à la fois sur le factuel et ce qu'on nous fait remonter. Et ça, aujourd'hui, le seul client qui est en train de nous financer sur ces sujets-là, c'est la Belgique. Donc, on lui donne la priorité. Et l'autre, on le fait plus, effectivement, en automatisé. On essaye de résoudre des problèmes qui vont impacter toutes les pages. Et alors, du côté d'Orange, Vincent, du coup, puisque toi-même, tu citais tout à l'heure que Orange, c'est quand même plusieurs entités un peu partout à l'international. Comment vous travaillez cette question des normes, des référentiels pour être relativement opérationnel? Nous, le choix était assez évident.
Au-delà de la France, on travaille dans 28 pays dans le monde. Donc, on a choisi les WCAG, donc Web Content Accessibility Guidelines, les recommandations internationales, et puis on s'y tient, même en France. Alors, effectivement, comme elles sont complètement... pas conformes, je cherche... avec le RGA, donc je cherche le mot... pas lié, mais disons que les deux, si on fait conforme WCAG, on est conforme RGA. Le problème ne se pose pas. Nous, vraiment, on a fait un choix WCAG et on y reste du fait de l'aspect international d'Orange, quoi. Donc là-dessus. D'autant plus que c'est vrai que on essaye d'utiliser plutôt des outils open source. Et d'un, parce qu'on n'a plus de sous, et de deux, parce que c'est mieux pour plein de bonnes raisons. Et donc, il faut voir que globalement, les outils open source, il y en a quand même une grande majorité, pour ne pas dire plus que ça, qui sont basés sur les WCAG et pas sur le RGA, quoi. Donc voilà. Et du côté des CEDI, Mathieu ? Donc, vu que c'est un public d'initiés, donc il y a plusieurs possibilités. Donc, il peut avoir des labels, il peut avoir des référentiels, qui soient nationaux ou internationaux. Donc, ils ont été évoqués entre le RGA et le W3C-WAI. On n'a pas évoqué EN 301 549 quand même. Personne ne l'a encore prononcé, je le fais pour que ça soit dit. Voilà. Moi, je crois surtout à plusieurs choses. C'est il y a les outils, mais il y a aussi, je dirais, dans cette salle, il y en a pas mal d'experts aussi, parce que l'outil ne répond pas à tout, parce qu'il y a des arbitrages à effectuer et du bon sens à certains moments, parce que les choses dans le numérique avancent vite aussi, les aides techniques avancent vite, enfin, tout ce monde avance. Donc nous, on croit essentiellement chez ECDI à deux choses. Donc, bien sûr, il y a la partie réglementaire et la mise en application de référentiels, mais il y a un autre sujet que moi je trouve très intéressant aussi, c'est le test utilisateur par les différents publics. Et donc, en partie, la constitution de Numérique UA, qui est une entreprise adaptée, on trouvait ça vertueux de pouvoir aussi faire des tests utilisateurs par des personnes, je dirais, qui sont confrontées au quotidien à l'expérience utilisateur de plateformes numériques. Alors j'allais y venir, mais c'est parfait, la transition est toute trouvée. Puisqu'on a beaucoup parlé de normes, on a beaucoup parlé de réglementation, etc. Et pour faire écho à ce que disait Cédric O en ouverture tout à l'heure, les usages, on sait aussi effectivement que une des questions qui se pose, c'est même si c'est accessible, est-ce qu'on est en capacité de l'utiliser, ce qui pose un certain nombre de questions à travers cette question-là. Donc du coup, Mathieu, tu viens d'indiquer un peu comment vous travaillez cette question, comment le reste du panel travaille ces questions. Julie, par exemple, est-ce que quand vous travaillez sur ce type d'audit, est-ce que vous implémentez cette dimension utilisateur et si oui, comment vous la mettez en œuvre ? Alors nous, les tests utilisateurs, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à vendre parce que les organismes qui veulent rendre leurs services accessibles ont tendance souvent à tirer les budgets vers le bas parce qu'ils partent souvent très loin. Donc il faut former les équipes et puis comme on arrive encore beaucoup trop à la fin du projet, l'accessibilité coûte cher parce qu'en fait il faut tout refaire. Donc là on a ce problème-là et effectivement vendre ensuite une enveloppe de tests utilisateurs, ça devient un peu plus compliqué. Par contre, quand on réalise des sites web qui sont pour des organismes dédiés au handicap, comme des associations par exemple, là du coup les tests utilisateurs se font directement en lien avec ces associations-là. Donc par exemple, on avait travaillé avec la FVH, la Fondation Valentin Haüy, où on avait pu faire des tests utilisateurs là avec des personnes qui ont un handicap visuel. Mais sinon, c'est vrai que sur les organismes privés,
on n'a pas trop l'occasion de le faire pour l'instant, mais j'espère que ça viendra plus souvent à l'avenir. J'imagine que vous devez rencontrer peut-être les mêmes types de difficultés chez Open Source Politics, peut-être. Nous, c'est, on est quand même sur un outil standardisé, une sorte de plateforme qui est instanciée, qui après certes est modulaire, configurable, mais c'est quand même toujours la même chose. Donc il y a des tests utilisateurs qui ont pu être faits avec certains de nos clients. Il y a un membre de la communauté, notamment la ville d'Helsinki, qui fait très très attention à ces sujets-là. En dehors de l'accessibilité, elle fait attention à ce que ça soit une expérience utilisateur qui soit en dehors des normes et de la technique, etc. Que ça soit utilisable à tous, peu importe d'où est-ce qu'on vient et notre utilisation d'Internet. Et du coup, ils ont poussé quand même assez loin leur logique de faire des entretiens utilisateurs, etc. Donc on a bénéficié de ça. Et puis aussi au début du projet, quand ça avait été lancé, il y avait donc la réponse est nous-mêmes, on n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, si ce n'est un peu comme toi, avec certains de nos clients qui ont assis des citoyens devant la plateforme et qui nous ont remonté des choses. On a surtout bénéficié de l'expérience des autres sur ce sujet-là. Et alors du côté d'Orange et Google, vous êtes un peu protéiforme, c'est-à-dire vous avez à la fois des services, mais vous concevez aussi des produits, en tout cas des produits matériels par exemple. Comment vous intégrez cette dimension liée aux usages et où? Parce que j'imagine que dans certains cas, c'est peut-être pas forcément toujours conceptualisé en France par exemple. Mais comment vous travaillez ces questions-là en fait? Donc là, pour ce qui est d'Orange, effectivement, on a, oui, il y a deux pôles différents. Il y a la partie produit, on va dire, produits physiques, qui eux, quand ils sont développés en partenariat avec Orange, là, effectivement, il y a des tests utilisateurs qui sont mis en place. Quand c'est des choses achetées, normalement, on a une cellule également qui est capable de tester un certain nombre de produits et de ne choisir normalement que ceux qui sont conçus de façon universelle conception ou design universel. Pour tout ce qui est service numérique, là, c'est beaucoup plus facile. Il y a quand même deux aspects. Il y a, déjà pour nos salariés, là, les tests utilisateurs, c'est assez facile. Donc effectivement, une application est rendue accessible techniquement par le respect des WCAG, etc. Donc des audits, enfin vous imaginez toute la chaîne qu'il y a derrière, les tests automatiques, les audits, etc. Ils ont le tampon, techniquement vous êtes accessible. Et derrière, une fois que cette première étape est faite, donc on va dire que la base est là, on va solliciter des salariés internes bénévoles dans le sens identifiés et prêts à donner de leur temps pour faire ces tests. Et donc on pioche dans une base de salariés qui sont utilisateurs d'aide technique, donc des gens qui sont avec, pour ne pas les citer, JAWS, NVDA, ZoomText, la loupe logicielle sur Windows, le narrateur, peu importe, toutes ces aides techniques, et on va leur faire tester l'application pour être sûr qu'au-delà de l'accessibilité purement technique, donc respect des normes, on va dire ce que nous, on appelle chez nous l'ergonomie de l'accessibilité. En gros, OK, vous avez bien des haltes sur toutes les images, mais votre page contient 2000 images. Imaginez 2000 images, déjà pour quelqu'un qui voit, c'est l'enfer. Alors pour quelqu'un qui ne voit pas, qui doit écouter 2000 alternatives aux images, je pense qu'il va se suicider avant la fin. Il va se mettre JAWS à fond dans les oreilles, il va mourir. Donc, il y a vraiment cet aspect d'utilisabilité, ergonomie, on va dire, de quelque chose qui est déjà accessible. Et c'est grâce à ces tests utilisateurs qu'on va améliorer cette partie-là. Après, c'est sûr que c'est toujours assez compliqué à mettre en place. Donc, on a choisi de faire un cadre de travail, un framework pour les développeurs, front, donc côté interface utilisateur, sur lequel qu'on a customisé, qu'on a mis
à la charte Orange et qu'on a rendu plus accessible qu'il n'est nativement. Et derrière, chaque fois qu'on a un nouveau composant spécifique Orange, eh ben on va le faire tester. Ce qui fait que les développeurs utilisant cette bibliothèque de composants, en utilisant les composants dont elle est dotée, eh bien, on se dit qu'ils vont faire beaucoup moins d'erreurs d'accessibilité que s'ils utilisaient n'importe quel composant ou qu'ils refaisaient un composant à chaque fois. Et au-delà, donc, encore une fois, de l'accessibilité purement technique, ces composants ont été testés au niveau ergonomie de l'accessibilité, facilité d'utilisation pour tous. Et ça nous assure que derrière, les développements sont beaucoup plus propres. Et ça, que ça soit pour nos clients ou pour nos salariés. Voilà, en gros. Et du côté de chez Google, cette question des usages, vous la traitez comment en réalité ? De plusieurs façons, je crois. Alors, je pense que ce qui a fait le succès de beaucoup de solutions chez Google, c'est justement le focus utilisateur. On a un mantra, entre guillemets, qui est focalisé sur l'utilisateur et le reste suivra. Et donc, du coup, ça s'allie de plusieurs choses, plusieurs étapes dans les tests utilisateurs. La première chose, c'est que chaque produit, chaque service, chaque nouvelle propriété d'un service, avant d'être lancé sur le marché au grand public, il est en fait testé auprès de volontaires chez Google. D'abord un premier cercle proche de l'équipe de développeurs, puis après un deuxième cercle, etc., jusqu'à l'ensemble de l'entreprise chez Google, en tout cas de l'ensemble des volontaires. Moi, par exemple, je teste certaines potentielles futures propriétés sur Gmail pour plus tard, actuellement. Et donc, avec l'objectif qui est de dire, en fait, la population d'employés chez Google est représentatif, peut-être pas nécessairement significatif, mais représentatif de la diversité, d'une certaine diversité de la population. Et donc, du coup, on arrivera à tester, en testant ces produits, on fait des tests utilisateurs avant de mise sur le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, on essaie d'aider les développeurs d'autres organisations à utiliser ou à avoir l'expérience utilisateur en tête. Alors, on ne dit pas faites des tests utilisateurs, mais par contre, on a avec l'Accessibility Scanner un ensemble de règles, de recommandations qui permettent de mettre l'expérience utilisateur et l'accessibilité au cœur. Et puis enfin, il y a quand même des initiatives, on en revient encore à des initiatives de la base, entre guillemets, ou des gens chez Google elles-mêmes. Et il y a une initiative qui est un très bon exemple, dont on est extrêmement fiers d'ailleurs, que je trouve fantastique, qui s'appelle Euphonia. C'est un chercheur chez Google qui s'appelle Dimitri Radzinski, je crois, pour son nom de famille, qui en fait est malentendant de naissance et a des difficultés d'expression. Et vous avez sûrement vu les services de Google, l'assistant vocal ou des services de reproduction de la voix sur des textes. Et ben en fait, lui, c'était difficile pour lui, puisque ses difficultés d'élocution étaient difficilement, entre guillemets, retranscrites par l'algorithme. Mais en fait, son expérience, et après il a en fait enregistré 15 000 phrases qui a permis à l'algorithme de s'améliorer et du coup de permettre à lui, et puis on espère de l'étendre, on est en train de l'étendre, on espère le faire très vite, à une population beaucoup plus large. Donc en fait, il y a des tests avant le lancement de chacun des produits, il y a un travail avec ou pour les développeurs d'autres organisations, et puis il y a aussi des initiatives qui permettent qui viennent des utilisateurs eux-mêmes chez Google, qui permettent justement d'adresser ces sujets. Alors pour terminer ce tour dans vos coulisses, avant de laisser la parole à la salle qui aura sans doute des questions à poser, il y a un sujet qu'on n'a pas réellement abordé, qui en réalité est en filigrane de tout ça, mais sur lequel je souhaiterais qu'on revienne. On a beaucoup parlé des réglementations, de l'évolution des normes, de l'évolution des technologies, des usages. Comment vous vous organisez au quotidien pour maintenir un niveau d'exigence et de qualité et faire monter vos propres équipes en compétences pour rester à flot? Parce qu'en réalité, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'accessibilité à un temps zéro, c'est quelque chose, mais peut-être qu'à un moment donné, les choses évoluant, il faut reconsidérer un certain nombre de questions. Comment vous vous organisez en back-office, pour le dire autrement,
pour rester toujours au niveau et être sur ces questions-là. Mathieu. Nous, on a plusieurs démarches. Alors, on a aussi des facilités parce que dans notre articulation, on a des organismes de formation qui sont dans notre économie circulaire, on va dire. La première chose, comment on l'a abordé, la première, c'est que, on a donc plusieurs personnes qui sont responsables qualité et qui ont vraiment cette fonction transverse. Ça veut dire travailler, alors, qualité au niveau généraliste. Aussi bien sur le respect des méthodes, des process, de l'accès, des performances, de la sécurité, enfin de toutes les thématiques possibles, imaginables, par famille métier. Donc on a des personnes qui jouent ce rôle-là au sein des différentes agences que je gère. Donc ça c'est hyper important parce que c'est eux les garants du temple et qui vérifient que déjà tout le chaînage et tout le process est bien respecté, dont la démarche accessibilité. Ça c'est au niveau généraliste. Après, ce qui est effectué, c'est que nous, on fait de la formation continue par métier sur ces thématiques-là. Donc ça veut dire que si on estime qu'il y a une évolution du réglementaire, s'il y a une évolution du métier, automatiquement, la responsable qualité, alors c'est souvent chez nous, c'est plutôt des femmes, mais tout simplement, donc, ces personnes-là vont identifier des carences, je dirais, au niveau donc, des différents corps de métier, hein, parce que ce n'est pas que la tech, hein, ça peut être nos chefs de projet, ça peut être les designers, ça peut être les UX, et ainsi de suite, pour pouvoir, je dirais, identifier, se rapprocher du responsable des ressources humaines, pour pouvoir mettre en place des dispositifs de formation. Donc nous, en continu, on s'est rapproché d'un partenaire qu'on trouve très intéressant, qui est Opquast, par exemple, peut-être que certains connaissent, pour que déjà il y ait un travail continu. Ça veut dire que toutes nos équipes vont s'auto-évaluer tous les ans pour pouvoir voir à peu près leur niveau en tant que généraliste du web. Et ensuite, par rapport à cette condition, on va réaffiner avec la responsable qualité pour pouvoir identifier s'il y a des thématiques sur lesquelles il y a besoin, je dirais, enfin il y a des carences et on a besoin de renforcer leurs compétences métiers. Je ne sais pas si ça répond. Très bien. Julie, du côté de Tanaguru, comment vous traitez ça en fait? Alors nous, on a des profils un peu plus experts. Donc en fait, quand il y a des personnes qui arrivent au sein de l'équipe, donc en embauche dans l'entreprise, c'est des personnes qui ont au moins des notions sur l'accessibilité. On en a formé quelques-unes, mais sur la conduite des audits d'accessibilité. Donc ça va... C'est un peu différent des formations techniques, mais ça permet de vraiment tout voir. Après, il y a un temps... la formation ne suffit pas en fait, il y a un temps de mise en pratique et d'apprentissage un peu plus poussé du coup en travaillant avec toute l'équipe et on échange vraiment au quotidien tous ensemble pour dès qu'on a des questions, un composant qui nous pose certaines difficultés, on voit qu'il y a un problème mais on ne sait pas forcément comment le résoudre. Ou alors, quand il y a les mises à jour des référentiels, des fois on ne comprend pas toujours très bien la façon dont le critère est formulé, donc on lève les doutes ensemble et c'est vraiment dans cette cohésion d'équipe finalement qu'on arrive à progresser même des années après avoir été embauché. Après, au niveau des équipes projets, du coup, on forme aussi les personnes qui interviennent. Donc, soit on fait des formations parce que nous, on en donne. Et du coup, aussi en accompagnant les équipes vers la mise en accessibilité de leurs projets, finalement, ça participe aussi à leur formation. Mais c'est vraiment un travail quotidien sur la formation. On ne peut pas juste faire une formation et c'est bon, on est expert, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il y a vraiment toujours plein de choses à apprendre. Merci. Vincent, chez Orange, est-ce que du coup, là, j'imagine qu'au vu de ce que tu disais en début, ça doit faire partie aussi des choses que vous traitez?
Je pense qu'on est, oui, on est un petit peu obligé, encore une fois, avec un petit peu moins de développeurs que Google, mais quand même quelques milliers. Il y a plusieurs aspects. Première chose, c'est que dès qu'on a un projet qui nous demande du support accessibilité, donc un coup de main au niveau du service central d'accessibilité, première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire une évaluation rapide. Donc on regarde en gros s'ils ont une quelconque culture accessibilité. Si ce n'est pas le cas, en gros, il n'y a pas de halt sur les images déjà. On va leur dire, écoutez, vous êtes bien gentils, mais ça ne va pas marcher comme ça. On ne va pas passer des heures à faire des audits pour vous montrer des bottins d'erreurs. Donc, on les attrape, on les met tous ensemble dans une salle et on forme l'ensemble de l'équipe de A à Z, du chef de département au qualifieur, en passant par les concepteurs, les rédacteurs de contenu, s'il y a des gens qui font du contenu, etc., les développeurs, tout le monde. Et on va avoir des cheminements de formation différents en fonction de leur profil, jusqu'à, pour tous, des ateliers spécifiques, donc des ateliers de conception accessible, des ateliers de développement accessible, des ateliers de rédaction de contenu accessible, etc. Donc on pousse vraiment énormément la formation. En gros, vous voyez, donc avec entre 10 et 15 personnes, on forme on essaye de faire plus de 1000 personnes par an. Alors ça paraît beaucoup, mais c'est rien en fait. On est encore une fois 135 000, donc moins d'1% de la population globale, mais à force, ça porte ses fruits. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est cet aspect de formation absolument important pour les gens qui sollicitent du support accessibilité. Ensuite, nous, quand on recrute en interne dans le service d'accessibilité, on est comme tout le monde. Comme il y a très peu de développeurs qui sont formés, d'ailleurs, c'est Bibi qui s'en charge. On sait que la montée en compétences va prendre, pour les plus doués d'entre eux, ça va prendre 6 mois. Pour la majorité des gens, il faut compter 1 an avant de pouvoir réellement les laisser, on va dire, seuls et qu'ils soient, on va dire, experts accessibilité, même si c'est un mot un petit peu galvaudé, mais qui soit suffisamment autonome, donc ça prend énormément de temps, et ça demande d'avoir des compétences en interne et pouvoir y passer beaucoup de temps à former les gens. Et donc, voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est former tout le temps. On a aussi des gens dans l'équipe qui font de la veille technique, qui lisent plusieurs... c'est encore toujours le même, je ne sais pas qui, mais ça doit être moi, je crois, qui lit plusieurs centaines d'articles peut-être pas par mois, mais tous les 2 mois, j'en dois en lire 200, sélectionner une 50aine et de faire une veille technique qu'on envoie sur l'équivalent d'un Slack, donc une messagerie instantanée spécifique à l'accessibilité qui est utilisable par tous les acteurs du groupe Orange. Et cette messagerie, au-delà de dispatcher la veille, qui est déjà une bonne chose, sur l'accessibilité, permet aussi aux gens, que ce soit des développeurs, encore une fois, des concepteurs, des rédacteurs, peu importe, de poser leurs questions en live. Et ce qui nous permet de ne pas être assaillis par des mails, qui est quand même quelque chose d'un peu perturbant, vu le nombre, mais de pouvoir répondre au fil de l'eau sur une messagerie à toutes les questions que se posent les gens, qui vont de comment on met un halt sur une image à j'ai un composant de taux complétion hyper compliqué avec des boutons radio, machin, comment je le rends accessible. Et ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs et par là même d'identifier les problèmes de formation qu'auraient certaines équipes, vu les questions qu'ils posent, et de spécifiquement aller faire des petites formations d'1 heure sur comment, en tant que concepteur de contenu, je dois structurer mes titres dans mon contenu textuel, par exemple. Voilà. Virgile, du côté d'Open Source Politics, comment vous traitez cette question de la montée en compétences, ou en tout cas du maintien des compétences ? Nous, on commence, donc je n'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Alors, comment vous comptez la traiter alors ? Non, j'en ai déjà un peu parlé au début. C'est pour nous, on est une petite entreprise, on est 13 seulement.
et on a une équipe de 4 développeurs. Donc l'accessibilité, quand on n'est pas spécialisé là-dedans, c'est dur de le mettre en haut de la pile. Et du coup, pour l'instant, moi, ma stratégie, donc moi je m'occupe du produit, ma stratégie, c'est j'arrive pas à mettre les développeurs un peu plus seniors sur le sujet parce qu'ils ont toujours autre chose à faire. Donc je mets les gens qui se forment et ils apprennent l'accessibilité sur le tas et j'apprends avec eux pour l'instant. Et pour terminer, du côté de chez Google, sur ces questions-là, dans la stratégie que vous êtes en train de mettre en place, comment vous pensez travailler, ou vous travaillez déjà cette question? Je pense qu'on fait des choses, mais qu'on doit faire beaucoup plus, et on a identifié ça comme sujet. L'équipe accessibilité, comme je vous l'ai dit, a inscrit dans l'intégration des nouveaux employés chez Google depuis longtemps un programme de formation. Donc ça, c'est la première chose. Donc après, il y a comment on continue à mettre à niveau. Et il y a deux choses. Il y a de la formation continue, accessible, notamment en ligne, et pas seulement à tout employé chez Google. C'est la première chose. Et la deuxième chose, la formation, elle peut aussi venir des feedbacks, enfin des retours des utilisateurs, que sont, au début, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des tests du dog food, comme on l'appelle, des tests des nouveaux produits auprès des employés de Google. En fait, ces retours-là permettent aussi une sensibilisation des développeurs qui mettent de nouvelles solutions bientôt sur le marché. Donc on en est là. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur comment on structure les choses, comment on s'assure que on continue à prendre en compte les évolutions, etc. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Eh ben, un très grand merci à vous tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Et je vous propose, dans le quart d'heure qui nous reste, de faire circuler un micro dans la salle pour laisser la parole et poser des questions. Merci. Bonjour, je m'appelle Olivier Noury, je suis consultant en accessibilité numérique. J'étais très intrigué par le titre de la table ronde qui était « Réinventer notre approche de l'accessibilité en s'inspirant du privé ». Alors moi, j'interviens autant pour des clients privés que publics et je ne constate pas vraiment de différence de traitement à mon niveau en tant que consultant. Sur l'approche de l'accessibilité, ce que je constate, c'est plutôt des différences de fonctionnement entre les deux mondes, puisque dans le public, les problèmes qu'on va avoir, c'est par exemple, les formations sont décidées plus d'un an à l'avance, donc c'est compliqué de rajouter une formation en cours de projet. Les budgets sont votés également avant, l'année d'avant, donc tous ces éléments-là sont des freins, je dirais, à l'exercice de mon travail dans l'accompagnement, mais en soi, en termes de performance technique, en termes de capacité à faire de l'accessibilité, l'excellence aujourd'hui, en tout cas en France, elle est plutôt du côté du public. Donc je pense que le privé pourrait aussi s'inspirer de ce que fait le public. Et je pense que la différence et le frein côté privé, c'est qu'on a beaucoup de mal, et pour de bonnes raisons en fait, on a beaucoup de mal à trouver une justification économique à ce qu'on fait en termes d'accessibilité, puisque c'est très compliqué de mesurer les retombées économiques de l'accessibilité. Moi, je le fais parce que je sais c'est ce qu'il faut faire, mais quand je dois convaincre, j'ai un client privé, souvent la question c'est oui, mais alors qu'est-ce que ça me rapporte? Alors, c'est pas la bonne question, c'est ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois, mais c'est quand même la question qu'on me pose. Donc, je dirais que pour moi, c'est pas tellement une question d'approche qu'il faudrait réinventer, mais c'est plutôt savoir quelles sont, pour les uns et pour les autres, les bonnes stratégies, organisation par organisation, qui peuvent s'appliquer pour arriver finalement à appliquer des méthodes et des techniques qui sont strictement les mêmes dans les deux domaines. Un site web qui soit originaire d'une entité privée ou publique, c'est la même technologie, c'est les mêmes besoins, c'est les mêmes contraintes. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un peu étonné. J'espérais apprendre quelque chose. Alors, je ne suis peut-être pas le bon public pour cette table ronde, mais je reste un peu sur ma faim pour tout dire là-dessus. Désolé, ce n'est pas une question. Des réactions du côté du panel, peut-être? Ouais, je veux bien, Mathieu.
c'est vrai qu'il y a la notion du bénéfice, enfin, depuis tout à l'heure. Alors, je ne suis pas la bonne personne, parce que moi, je vois que des bénéfices, mais c'est peut-être mon côté très positif, globalement. Je pense que je vais te prendre un exemple sur un... Aujourd'hui, on parle énormément d'expérience utilisateur. C'est devenu quelque chose de très important. On a enfin compris qu'on développait des applications numériques pour des personnes, enfin des utilisateurs, et pas pour faire plaisir à la direction ou aux services concernés. J'ai à côté de moi Google, c'est assez intéressant, mais l'expérience utilisateur, enfin moi j'ai connu un autre acteur concurrent de Google qui était très en avance à l'époque. Et on voit très bien que l'expérience utilisateur, en étant sobre, enfin, il y a un côté, une frugalité, une sobriété. Ils sont partis vraiment de la démarche, de l'intelligence du public. Et on voit que quelque part, il y en a un qui explose et l'autre qu'on entend beaucoup moins maintenant. Tout ça pour dire que le bénéfice, souvent on nous dit oui, c'est parce qu'il y a une masse de la population qui représente potentiellement des consommateurs ou ainsi de suite. Moi, je ne le vois pas de cette manière-là. Je le vois plutôt sur le fait que si, quelle que soit la forme de handicap, une personne en situation de handicap peut accéder plus facilement à l'information, ça va être utile vraiment pour tous. Dans la notion vraiment de performance, je dirais, dans la transformation. Et moi, je trouve ça très intéressant quand la personne comprend que tout le travail qu'on va faire en amont, ça veut dire que pas sur la mise en accessibilité technique, mais depuis le démarrage du projet, que ça va être bénéfique, aussi bien sur sa strate, déjà de savoir si ça a du sens, deux, sur toute la partie design thinking, sur comment on va concevoir le projet ensemble. Et au final, son bénéfice est élargi non pas que sur une population, mais sur le grand public au sens large. C'est mon point de vue, hein. Il est critiquable. Pour moi, la différence entre public et privé, en fait, elle se situe plus au niveau des acteurs privés internationaux qui, en fait, mangent des procès aux États-Unis. C'est ça, fondamentalement, la différence. Ça va être plus l'aspect légal. C'est le risque qu'on a à ne pas faire accessible quand on est un grand acteur international. C'est les procès aux États-Unis qui coûtent vraiment très cher. Alors que finalement en France, donc maintenant il y a une sanction financière, mais elle est un petit peu ridicule pour les entreprises privées avec un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, 20 000 euros de sanctions, c'est un peu rien, quoi. Donc pour moi c'est juste ça la différence. 20 000 euros de sanctions pour défaut d'affichage. Hein, oui, en plus c'est pas pour défaut de mise en accessibilité. Pour ne pas laisser flotter un malentendu. C'est bien 20 000 euros pour défaut d'affichage de déclaration. Juste pour me... Je pense qu'il y a quand même... Cette loi, elle est ce qu'elle est. Je suis le premier à avoir essayé de pousser bien d'autres choses que ce qu'elle a dans le fond du ventre. Mais elle a une chose de bien, c'est que moi, je me suis aperçu que ça devenait un levier excessivement puissant, en tout cas chez nous Orange, quand, en termes d'image, les gens sentent bien que cette loi va permettre donc de porter plainte pour discrimination. Et à partir de là, en termes d'image, Orange, il n'a vraiment pas envie qu'on dise que c'est le vilain petit canard qui ne fait pas d'effort d'accessibilité. Et je peux vous assurer que depuis qu'on évangélise sur cette nouvelle loi, qu'on a fait une infographie qu'on passe à tout le monde pour expliquer comment ça marche, et qu'on est vraiment dedans, les demandes affluent et les gens sont de plus en plus soucieux de voir un peu ce qu'ils peuvent faire au niveau accessibilité pour leurs applications. Donc, j'ai bon espoir. Je voudrais juste rajouter aussi un élément, toujours dans le bénéfice. Les équipes en interne trouvent toujours un profit à intégrer l'accessibilité dans leur métier. Et c'est hyper valorisant en interne. Ça veut dire que quand nous, on explique tout à l'heure, Fernando nous a interpellé sur la formation, c'est un sujet. Notre problème en France, c'est qu'on voit la thématique, moi ça me dérange sur un aspect punitif. Je ne dis pas que c'est pas bien que derrière on pointe, je dirais, les dysfonctionnements, mais il faut plutôt le voir comme quelque chose de vertueux. Et quand c'est abordé dans ces thématiques, parce que souvent on l'aborde, comme dans le bâti, j'ai envie de dire, réaménager un immeuble,
il y a un côté punitif, ça veut dire qu'on l'avait mis en place, ainsi de suite, ça a un coût, enfin on arrive directement avec une notion de coût. Donc la personne se dit, bah voilà, mon projet numérique se prend une surcharge financière. Donc c'est cette manière-là qui, moi, me dérange dans la façon d'aborder le sujet. Si c'est pris le plus en amont possible, parce qu'on sait tous qu'un projet numérique a une espérance de vie, on va dire entre 3 et 5 ans, avant d'attaquer, je dirais, une refonte. Donc c'est ça veut dire que, c'est pas pointer du doigt en disant c'est le vilain petit canard, bah non, parce que tu n'étais pas sensibilisé, parce que tu n'en avais peut-être pas connaissance du tout, et ainsi de suite. Dans le cadre de ton nouveau projet, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit vertueux ? Et vertueux sur plein d'aspects, hein. Ça peut être, on parle d'accessibilité, ça peut être d'autres thématiques aussi qui ont du sens. Enfin, c'est cette question de sens qu'on doit leur apporter dans leur projet. Et j'ai bon espoir quand même que les publics concernés, privés ou autres, ou institutionnels, comprennent qu'il y a une question de sens et que c'est profitable pour l'ensemble, et pas que profitable pour une famille ou un type de public. Une autre question peut-être ? Ou une autre intervention ? Bonjour, Hugues, consultant en ergonomie. Moi, j'avais une question à vous poser, parce qu'au-delà du handicap physique, des troubles cognitifs qui pourraient empêcher l'accessibilité de certains services publics, même privés, est-ce que vous avez une réflexion autour des victimes de la fracture numérique qui, eux aussi, sont en quelque sorte mis un peu de côté en matière de services publics comme privés ? Je serais ravi de répondre, parce qu'évidemment, on est souvent au centre de ces réflexions et des remarques sur la fracture numérique. Évidemment, c'est un sujet absolument clé, et vous faites bien de le soulever. D'autant que pour nous, l'accessibilité de l'information c'est le cœur de notre mission, encore une fois. Donc voilà, il y a des choses qu'on essaie de faire. Il y a un projet qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant, je dirais. On a désormais 5 antennes locales de Google. Alors, il y a Rennes, il y a Montpellier, il y a Saint-Étienne, il y a Nancy. Et j'en oublie une, mais ça reviendra. Et d'ailleurs, Fernando, tu connais bien celle de Nancy, où en fait, qui vise à justement permettre à chacun, demandeur d'emploi, étudiant, personne en activité professionnelle, retraité, etc., de venir et accéder à des formations sur le numérique, sur poser toutes les questions qu'ils ont sur comment utiliser un service email, comment réagir ou comment agir pour mes enfants qui utilisent des services numériques, etc. Et avec des formations, par exemple, donc c'est pour ça que je faisais référence à Fernando, qui a participé à une journée de formation sur l'accessibilité, justement, dans nos ateliers numériques. Donc ces 5 antennes s'appellent les ateliers numériques de Google. Et donc une formation sur l'accessibilité. Donc voilà, donc on aura à la fin de l'année, sur 2019, on aura formé, il y a 100 000 personnes qui auront été formées en 2019 dans ces ateliers numériques. Donc c'est une façon d'y répondre. Mais évidemment, l'accessibilité de l'information demande un effort particulier vis-à-vis de ça. En sachant qu'à cette formation, là aussi pour être très transparent et un peu disert, je n'étais pas le seul à intervenir. On avait des acteurs connus et reconnus du secteur comme Harmonie Altinier de Coena par exemple, et d'autres acteurs locaux qui travaillaient autour de Nancy sur ces questions-là, notamment sur l'accessibilité numérique au transport, sur d'autres questions. Donc là, il y avait une vraie journée le 14 juin dédiée strictement à l'accessibilité numérique, mais de façon assez large dans cet atelier. Et pour un coup d'essai, je crois que l'équipe de Nancy était agréablement surprise d'accueillir une 50aine de personnes qui s'étaient inscrites pour toute la journée, ce qui était tout à fait honorable pour une première manifestation de ce type-là. Moi, je voudrais apporter un petit complément de réponse. Donc, nous, c'est une question qu'on nous pose pas mal aussi, l'inclusion numérique, et surtout parce qu'on travaille aussi sur des questions de démocratie, donc la question se pose naturellement. Et il y a 2 acteurs avec qui on travaille pas mal sur la question qui font un travail assez intéressant. Le premier, c'est la MEDNUM,
qui est une société coopérative qui a été fondée par l'État et qui rassemble l'ensemble des acteurs de la médiation numérique en France, et du coup qui est un réseau qui est mobilisable et qui fait un tas de choses desquelles on peut s'inspirer sur ces sujets-là, sur lesquels on peut s'apposer, et qui a été récemment complété par une autre société coopérative dans laquelle l'État, et je crois qu'Orange aussi potentiellement est partie prenante, je ne sais plus, mais qui s'appelle Aptic et qui travaille sur une sorte de chèque déjeuner de la formation, enfin c'est une sorte de chèque de formation où en fait les collectivités ou des organismes privés peuvent acheter et distribuer à un certain nombre de personnes, et du coup les gens peuvent venir se former dans tout un réseau de lieux de formation. Il y en a plein partout en France, et du coup je crois que c'est un peu adossé à la MENU, mais du coup c'est une réponse assez pratique à ces enjeux-là, et notamment c'est intéressant quand on travaille sur des produits de aussi se rapprocher de ces formateurs pour potentiellement former à des usages, par exemple nous, ceux qui sont ceux de la démocratie en ligne, donc qu'est-ce que ça veut dire de voter sur un budget participatif, de suivre un projet, ce genre de choses. Et, on n'est pas encore là, mais je pense que dans le futur ça va être intéressant de se rapprocher de ces réseaux-là qui font vraiment le travail de terrain, quoi. Voilà, on arrive au terme du temps qui nous était imparti pour cette première table ronde. Écoutez, de toute façon, je pense qu'on aura sans doute l'occasion de rééchanger ici ou là. En tout cas, l'idée, et je pense que vous l'aurez tous compris, c'était pas forcément d'apporter tout un tas de réponses à tout un tas de questions qu'on se pose, c'était plutôt de se poser les questions collectivement, de poser sur la table un certain nombre de réponses qu'on pouvait avoir, et peut-être de nous faire cheminer, secteur privé comme secteur public, sur ces questions-là pour faire de l'accessibilité un véritable enjeu et faire en sorte que les 20% de publics empêchés de lire notamment puissent accéder réellement aux services numériques aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.